Les actualités animées, nous sommes le 20 septembre, si je ne m'abuse, le 20 septembre 2023. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Le thème de cette semaine que j'ai sorti de mon chapeau, c'est les séries, et plus précisément les web-séries. Cette semaine, nous avons un gros événement qui s'appelle le Cartoon Forum, qui est le grand événement de vente de séries européen. Et du coup, cette semaine, je voulais faire un petit sujet sur les web-séries, qui sont le pendant plus indépendant et plus libre de la série. Mais voilà, on va commencer tout tranquillement. Dans les actus, nous avons la série One Piece qui a cartonné, la série One Piece Live. Tout le monde se demandait à quoi ça allait ressembler et ça a été finalement un gros succès, si bien qu'on a une petite annonce de l'auteur du manga Eiichiro Oda qui faisait l'annonce d'une deuxième saison en cours d'écriture et de développement. Si vous avez lu One Piece, on peut assez attendre une deuxième saison qui s'occupe de tout un des grands arcs préférés des gens qui s'appelle l'arc Baroque Works, qui est un arc très stylé de One Piece où apparaît notamment le petit personnage de Ren, Tony Chopper, qu'a dessiné du coup Eiichiro Oda en faisant sa petite annonce. Ensuite, nouvelle technique, il y a eu une annonce très très polémique qui est sortie il y a quelques jours. Aux États-Unis, c'est l'entreprise qui est à la source du moteur de rendu de jeux vidéo Unity qui a annoncé qu'ils allaient changer leur méthode commerciale, que à partir de maintenant il y aurait une taxe qui serait opérée sur l'installation des jeux, et donc à chaque fois que quelqu'un achète un jeu, une petite taxe serait faite à l'entreprise qui a créé le jeu vidéo sous Unity. En gros, Unity voulait se prendre une petite transaction à chaque fois que quelqu'un téléchargeait un jeu. Alors c'est très problématique puisque c'était pas du tout dans leurs conditions d'utilisation jusque-là, et donc ça posait un vrai gros problème d'instabilité du marché, en tout le monde se disant « Ah, vous pouvez nous tirer le tapis sous les pieds et nous redemander de la thune ». On ne sait même pas si c'était trop légal. Ça nous touche un petit peu en animation parce que Unity c'est un moteur de 3D en temps réel qui est probablement une solution technique en animation sur laquelle on va se diriger parce qu'elle est plus économique en termes d'énergie et parfois d'ergonomie que des gros logiciels de 3D en animation qu'on a comme 3ds Max. Ça a été très vite critiqué par beaucoup de gens du milieu et du coup très rapidement Unity est revenu sur sa déclaration, vous pouvez le voir à l'image, une petite note du 17 septembre qui dit « Nous vous avons entendu, nous nous excusons pour la confusion, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour écouter vos demandes, tout ça. » Bon, enfin, ils sont beaucoup excusés, on va voir ce que ça fait, mais comme toujours, ça fait une grosse perte de confiance. La question sous-jacente, c'est quand vous commencez à développer un projet, que ce soit du jeu vidéo ou de l'animation, vous vous engagez probablement sur des mois, voire des années. Donc si d'un coup, il y a des frais supplémentaires qui augmentent, ou d'un coup, une application devient moins utile ou vous prend plus d'argent, ça commence à vraiment créer des problèmes. Donc voilà. J'en parle pas tout à fait innocemment parce que un logiciel qu'on utilise beaucoup en animation, c'est la suite Adobe, qui lui aussi est en abonnement depuis quelques années, et qui là, j'en avais parlé la semaine dernière, mais je le redis ici, a sorti des aides en intelligence artificielle dans leur logiciel Adobe Firefly. Ça veut dire que maintenant, nativement, quand vous êtes abonné à la suite Adobe, vous avez des intelligences artificielles qui vous sont proposées dans le logiciel pour composer des images, pour fabriquer des choses. Donc ça crée un précédent un peu inquiétant. Mais voilà, c'est quand même des coûts non négligeables dans la production d'animation. Sachant qu'il existe pour tous les domaines de l'animation aussi des logiciels libres et gratuits. Ils sont pas forcément les plus performants, mais ils sont quand même très utiles, je pensais. Je citais Blender juste avant. Dans les nouvelles intéressantes aussi, je vous avais parlé beaucoup des grèves pour la rentrée. Il y a une petite décision historique qui a été faite. Donc le syndicat de VFX d'effets spéciaux de Marvel a été créé et voté unanimement pour être mis en place dans les conditions de travail. C'est une entreprise qui a beaucoup recours aux effets spéciaux pour tous leurs films, séries, courts-métrages de super-héros, et qui ont une grosse section animation évidemment. Suite à tous les mouvements sociaux qu'il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se mettaient en place. Donc là, c'est juste maintenant, c'est acté chez Marvel. Il y a un syndicat qui va se battre pour les droits des travailleuses. On s'en réjouit, et probablement que comme c'est un des plus gros secteurs de l'industrie, je vous l'avais dit, du côté négatif, quand Disney utilise de l'intelligence artificielle pour faire les génériques de leur série Marvel, justement, ça met des précédents négatifs, parce que tout le monde va suivre ce qu'ils font dans leur prise, dans leur manière de gérer leur business, mais également quand des syndicats secrets, ça peut donner aussi le bon exemple à suivre pour le reste de l'industrie. Donc voilà, un petit
petit clap de doigts pour cette union. Ensuite, il y a le CNC qui a sorti une interview assez intéressante de Emmanuel Alain Rénal, peut-être un nom que vous connaissez, si vous le connaissez pas, ça peut vous intéresser. C'est le directeur de la société de production Miyu. Miyu, c'est une grosse société d'animation qui a plus de 5 ou 6 studios en France et qui commence à s'installer à Bruxelles, qui a vraiment la cote en ce moment. Cette année, Linda veut du poulet, chez lequel ils sont partenaires et qu'ils ont en partie créé, a eu le Crystal Dancy, la récompense la plus très prestigieuse. Le film 27 de Flora Anabuda a eu un prix à Annecy pour le court-métrage, plus un prix à Cannes, donc les récompenses publiques sont gigantesques cette année, c'est vraiment une année où ils ont beaucoup le vent en poupe. Et en plus, c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses à plein de niveaux en animation, productrice, donc elle crée des films, courts-métrages, et elle essaie de développer des longs-métrages, mais aussi elle fait de la distribution en ligne sur la chaîne Bang Bang, elle fait beaucoup de sensibilisation, elle fait beaucoup d'achats de catalogues en fait, ça devient un gros diffuseur d'animation indépendante, et surtout un gros diffuseur d'animation adulte, et il y a plein de films comme ça qui sont créés là-bas, donc ça envoie un message assez clair de on peut faire du cinéma d'art et d'essai et du cinéma adulte en animation, et respectez-nous parce que on commence à bien s'installer. Donc il y a tout l'entretien, Emmanuel Alain Rénal parle beaucoup de ce que c'est que l'animation adulte en France en ce moment, c'est un studio très important et qui est force de proposition en ce moment. Je lis et j'écoute trop d'interviews de producteuristes, donc je commence à prendre le jargon, ça m'énerve. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est quand même une idée très précise de ce que c'est un cinéma adulte récompensé en festival. Moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. J'aime plus les initiatives indépendantes et qui ne sont pas forcément très hardcore, mais voilà, intéressant. Ensuite, c'est l'heure de l'étude CNC. Vous pouvez vous accrocher à votre oreiller préféré. Centre national du cinéma et de l'image animée. C'est bizarre, c'est pas dans l'acronyme, mais mais c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Nous sommes l'image animée, nous sommes le petit rajout au bout de CNC. A rendu une étude récemment, étude faite par Unifrance, qui est un institut d'études de l'audiovisuel, sur l'exportation des programmes audiovisuels français en 2022. C'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en animation, on fait beaucoup de ventes à l'international et qu'il y a beaucoup de coûts de production internationale. Donc le fait que ça s'exporte bien, ça soutient la création indirectement. Les constats en ce moment, c'est que l'animation française, c'est toujours très bien exporté, qu'elle est un petit peu en baisse depuis 2 ans, 5%, ce qui est en fait, c'est une baisse, mais c'est comparativement très peu parce qu'il y a peu d'animation qui est produite par rapport au cinéma live, et elle s'exporte énormément et très bien. L'animation, c'est un produit qui est moins marqué culturellement, qui est plus facile à doubler naturellement et qui parle beaucoup à la jeunesse. On s'exporte bien à l'international, surtout nos séries jeunesse et quelques-uns de nos longs métrages. Le CNC surveille surtout les longs métrages, mais les séries, c'est vraiment notre force de frappe en France. Le 3e plus grand producteur mondial d'animation après les États-Unis et le Japon. Le soleil est grand et on produit beaucoup en France et on produit des choses assez variées aussi. Et je vous montre les chiffres quand même qui, si vous vous inquiétiez pour le cinéma français, devraient vous rassurer. Vers l'étranger, on représente 49% de l'ensemble de la production, exportée aux États-Unis, avec 30% pour la fiction et 15% pour le documentaire. En Europe de l'Ouest, on s'exporte pas très bien parce qu'il y a beaucoup de production, étonnamment. Et en Asie et en Océanie, même chose, on est à plus de 50%. L'économie de l'animation vont bien. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. On est en croissance depuis de nombreuses années. Il y a des petites fluctuations comme ça. Voilà, c'est pas une baisse de 5% d'export qui va transformer le milieu. Voilà. Pour rester dans cette lignée de parler de l'import et de l'export d'animation, il y a un événement extrêmement important qui a lieu cette semaine, du 18 au 21 septembre, à Toulouse, c'est le Cartoon Forum. Le principe est simple, c'est le plus grand rendez-vous européen dédié à la série d'animation, un des secteurs les plus porteurs économiquement. C'est un rendez-vous de rencontre où en gros il y a une 50aine de séries, soit en projet, soit en développement, soit en recherche de diffuseurs qui sont projetés, à des diffuseurs internationaux, à des chaînes de télévision, à des chaînes de streaming, enfin des sites de streaming, à des plateformes de diffusion, à d'autres studios, à des investisseurs potentiels qui voudraient investir dans l'audiovisuel sans être producteurs ou diffuseurs eux-mêmes. Donc voilà, c'est un grand open space où on y rencontre beaucoup de monde. Mais c'est intéressant, vous pouvez vous y inscrire uniquement avec des productions, et il y a le Cartoon Springboard qui arrive dans un mois si vous êtes plus amateur.
Et ensuite, on va rentrer dans la section les belles images. Cette semaine, j'ai fait une petite sélection personnelle de... juste avant, je vous parlais du Cartoon Forum. Le Cartoon Forum, c'est principalement des séries télévisées ou des séries sur des plateformes de streaming. Et là, je voulais, moi, me concentrer sur des projets plus indépendants. Du coup, dans ma sélection, toutes ces séries sont déjà accessibles gratuitement sur des sites dédiés ou sur des plateformes comme YouTube ou Vimeo. Et je vais évoquer quelques exemples étrangers et américains surtout pour commencer, qui sont des projets assez prestigieux que j'aimerais présenter pour que vous en ayez connaissance. Et après, je vais faire un petit centrage sur les web-séries françaises. Une des premières web-séries dont je veux parler, c'est Yuki 7, qui est une série américaine en 3D d'action. Ça a ce rendu visuel que j'aime beaucoup, c'est du low poly, c'est une série d'action, de casse et d'infiltration. Un petit peu ambiance Bad Guys ou Lupin 3 ce sont plutôt les exemples qu'on aura en animation. Et il y a ce petit filtre très rétro jeu vidéo, couleur un petit peu 80s qui est assez sympa. Actuellement, c'est à sa 2e saison. C'est développé par une petite équipe indépendante américaine. Moi, je trouve ça très joli. Ça a des choix d'économie évidents, mais ça se fait vraiment plaisir, je trouve, sur l'action, la mise en scène, les chorégraphies, et c'est assez marrant. J'ai regardé les premiers épisodes, et j'ai vraiment bien aimé. Cette manière un peu de réaliser qui est très internet série, c'est que tous les personnages sont très extravagants, c'est très conscient d'être une série de divertissement, et ça en joue. En fait, aussi, il y a vraiment une complicité dans la manière dont c'est réalisé. Et je trouve que les web-séries ont souvent ça, c'est que c'est vraiment des projets de cœur, touchants, montés par des artistes principalement. Donc ça fait plaisir. Donc ça, c'est une série assez professionnelle quand même, vous l'avez vu. Une autre série dont je voulais parler et qui a une actualité intéressante, c'est la série Lackadaisy, une série plutôt d'aventure où des personnages anthropomorphes chats sont impliqués dans un trafic d'alcool durant la période de prohibition mafia aux États-Unis. À la base, c'est un webcomic qui a été fait par Tracy G. Butler, et récemment un financement participatif avait été fait pour réaliser un premier épisode de 20 minutes qui a été un grand succès, et suite à ça on a été fait un 2e financement participatif, cette fois-ci pour financer l'ensemble de la série qui adapte une grosse partie du webcomic. À quoi ça ressemble Lackadaisy en animation? C'est un gros épisode de 27 minutes tout de même, c'est pas un petit projet très court. C'est que de l'animation 2D faite à la main. J'aime aussi beaucoup parce qu'il y a un petit reste des traits de fabrication, des traits de construction qui restent. Et du coup, on suit un petit trio de malfrats dans cette période-là, avec un barman, je sais plus, je crois que c'est une assistante ou la bras droit d'un chat qui lui est un espèce de bandit de grand chemin. Et c'est très bien doublé, c'est très bien animé, c'est vraiment très très bien animé, je veux dire c'est mieux animé que certaines séries professionnelles plus économiques. Et surtout c'est un projet vraiment monté par des fans et financé par des fans, et de manière très mignonne. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des fanarts de la série qui se sont retrouvés à faire l'animation dessus. Et je voulais finir pour les productions américaines, sur une toute petite série parfaitement adorable. Et ce projet, c'est un projet vraiment de cœur que j'aime beaucoup, 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 parce que c'est fait par une réalisatrice dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Sonny Lim, qui a fait beaucoup de courts-métrages en tradi et avec des animaux hyper, hyper choux, et qui du coup commence une web-série sur YouTube qui s'appelle My Moo, qui sont les petites histoires très douces d'un petit chiot radis, on ne sait pas trop, qui vit des aventures. Et je vous montre les images, c'est à fendre le cœur. Donc de l'animation 2D tradi. Personnellement, moi ça me fait trop craquer. Et ensuite, dans la continuité de ça, moi je voulais explorer à quoi ça ressemble en France des web-séries d'animation. De la même manière que je ne compte pas des séries Netflix ou Amazon ou comme des web-séries, même si elles sont diffusées sur le web, en France on a pas mal de séries qui existent, qui sont principalement diffusées sur le web. Je pense à toutes les productions Bobby Pills, qui, bon, par leur cible et par leur ton, passeraient difficilement sur la télévision traditionnelle. Je pense à Pipoudou and the Fuck Friends, qui est une série pornographique, donc qui ne peut pas être diffusée sur énormément de chaînes, et beaucoup de productions comme ça qui sortent vraiment, vraiment du cadre et des habitudes de la télévision vont se retrouver sur des sites plein de codes de la web série. En fait, c'est des codes de YouTube
du blogging, du vlogging, ou de manière de créer dans les communautés de fans, faire des animations supplémentaires sur des personnages connus parce qu'on les aime. Les Cassos rentrent tout à fait dans ce genre-là, c'est juste qu'ils servent des personnages célèbres pour en faire des parodies très vénères. Mais aussi, il y a ce format caméra fixe, le jump cut, qu'on retrouve dans beaucoup de productions. Et du coup, en France, je suis allé chercher les financements du CNC Talent. Le CNC Talent, c'est un fonds d'aide aux créatrices de vidéos sur Internet, qui est donné 5 fois de l'an par le CNC. C'est des aides à l'écriture et à la réalisation. Création, ça monte jusqu'à 30 000 €, sachant que c'est une estimation, là je vous ai mis quelques exemples en dessous. Et donc, sachez que sur les 5-6 dernières années, il y a beaucoup de projets purement d'animation qui ont été réalisés. Les personnes qui touchent ça sont généralement des personnes individuelles et qui postent leur contenu sur leur chaîne personnelle, parfois avec... Et de manière intéressante, les conditions d'éligibilité pour ces bourses CNC Talent, c'est des critères web aussi, c'est le nombre d'abonnés que vous avez. Donc pour postuler, il faut que vous ayez au moins 10 000 abonnés, et pour des sommes plus importantes, 50 000 abonnés ou plus. Donc généralement, c'est des gens qui ont déjà de la bouteille, qui ont déjà une communauté derrière eux, et qui veulent développer de l'animation, ou rajouter les animations à des émissions qu'elles souhaitent développer. Et du coup, premier exemple, c'est une autre histoire de Manon Bril. C'est un mélange de prise de vue réelle et d'animation, et en fait, ce que ça fait, ça retrace des événements historiques de manière... Enfin, c'est des relectures plutôt féministes d'ailleurs, et qui vont un peu contre les clichés et le stéréotypé de cette époque, et de manière humoristique, c'est des formats très courts, et ça c'est chouette. Je vous montre une petite vidéo que je n'ai pas du tout choisie par hasard, qui s'appelle « Picasso est une merde ». C'est de la voix off, donc ça reprend quelques-uns des codes un peu du Storytime, qui est un grand format YouTube de l'animation, avec un trait très économique, mais aussi beaucoup de voix off, beaucoup de hors-champ, beaucoup d'économie, un peu de... Ça permet de recréer des nouvelles images et une relecture, et surtout, un des gros avantages de YouTube et du web en général, c'est que ça touche pas du tout la même population. YouTube c'est gratuit, donc vous pouvez avoir un public, notamment jeune, qui y va, regarde des séries, cherche des trucs plus courts et facile à écouter. C'est sûr que si c'était un documentaire Arte de 50 minutes, ça ne passionnerait pas beaucoup de gens, mais là comme c'est très drôle, très rapide, très efficace, et que généralement on peut aussi suivre le talent ou la talent qui a créé derrière, ça rend la vulgarisation un format qui est quand même très plébiscité sur YouTube. Donc c'est une autre histoire, c'est ça. Ensuite, petite série, c'est les Chinese, qui était à leur saison 4, de Olivier Magerman, qui est un projet qui, lui, a la date montrée entièrement en solo. Je sais que Manon Bril, elle bosse avec des équipes d'animatrices. Les Chinese, je crois que c'est développé entièrement en solitaire. Des petites pastilles très courtes, des épisodes de 1 ou 2 minutes. Moi, personnellement, ça me fait penser beaucoup aux 2 minutes du peuple de François Pérusse. Si ça vous dit quelque chose, ça reprend ce visuel très économique, c'est du vectoriel puppet, avec des blagues très cash et de l'humour vraiment grand public. Donc ça ressemble à ça. Donc ça tombe souvent sur la parodie, de la blague tranquille, des formats très courts, sachant qu'une grosse partie de l'économie de la manière de faire aussi sur YouTube, c'est de faire des formats très courts qui soient faciles à diffuser. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes. Et voilà. Et voilà, ça fait de la blague sur des violences sur les enfants, donc je ne sais pas si c'est hyper bien, mais en tout cas le CNC donne de l'argent pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est les Chinese. Autre projet qui, ça m'a intéressé, parce que une série qui s'appelle Sku, et qui est des petits sketchs comiques qui reprennent des rappeurs et des rappeuses pour faire de l'humour dessus. C'est un peu plus long, c'est du 5-6 minutes, c'est la saison 2. Je trouve que le son est vraiment bien fait dessus. Le visuel, on retrouve une petite économie qui est forcément des puppets 2D, ce qui est très utile parce qu'en gros, à chaque épisode, ils font quelques sketchs sur un rappeur, une rappeuse dont ils ont envie de parler et qui les mettent dans des situations. Bon voilà, petite blague du début sur l'octogone, évidemment. Donc ça a beaucoup de succès. C'est vraiment très français, c'est que des rappeuses et des rappeurs français. On a Jul, on a Caris, on a Booba. Et voilà, c'est typiquement français. On sent que
ça parle et ça s'adresse vraiment à un public. Donc c'est un peu cool. Enfin, c'est une version Lascar moderne et fait sur le web, donc je trouve ça intéressant. Et dans le très économique aussi, les Grousses. Alors celui-ci m'a fait un peu rire, parce que je trouve que le visuel est vraiment très... c'est du volontairement mal fait, parce que c'est pas si mal animé, mais c'est du volontairement mal fait. C'est des formats très courts, c'est du 10 fois 1 minute. C'est que du noir et blanc, c'est animé à la main. Ça a cette volonté d'être pété, et c'est rigolo parce que c'est pété. Donc ça c'est cool. C'est ça qui s'appelle les Grousses. C'est des épisodes très courts de 1 minute sur des histoires de deux colocs qui vivent ensemble. Mais c'est aussi développé au format vertical, le format téléphone, Reel, YouTube Short, TikTok. Et du coup, c'est des petites aventures. C'est des aventures comme ça. Donc j'ai pas écouté plusieurs épisodes, je sais que ce qui est intéressant c'est aussi de retrouver ses colocs et de voir un peu leurs aventures ensemble. Mais moi ça m'a rappelé beaucoup de petites séries web que je regardais quand j'étais plus jeune, qui étaient les SFD Movies, enfin tous les trucs de Tom Ska, qui est des trucs plutôt américains, ou des vidéos parodiques un peu de Makimina. Je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de séries sur le web qui est fait sur des outils en temps réel de jeux vidéo ou refait dans des modèles de jeux vidéo type Sims, World of Warcraft, ce genre de choses. Donc il y avait aussi beaucoup de parodies en 3D d'univers. Là, c'est vrai que je vous ai pas montré de 3D. Et pour finir, un dernier format web que je trouvais curieux, qui était assez joli, vraiment beaucoup plus classique. C'est pour ça que j'étais curieux de vous le proposer. C'est une série de documentaires d'animation qui s'appelle Compositrice dessinée de Héloïse Louzati. C'est 9 portraits de compositrices de classiques. C'est des relectures modernes, féministes pour refaire apparaître des figures historiques qui malheureusement ont été oubliées. Et moi j'aime beaucoup parce que ça prend le parti de faire des très belles images à l'aquarelle, au pinceau, et de faire une animation minimaliste dessus. Et de se concentrer vraiment sur le rythme et sur faire découvrir la musique de ces compositrices. Même chose, c'est disponible sur internet directement. On le voit aussi, on retrouve parfois ce format vertical qui est plus orienté pour du téléphone, mais bon, c'est les formats qui se développent actuellement. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir aussi cette approche ici, aussi. C'est aussi intéressant parce que moi j'ai l'habitude de lire des sélections de dossiers CNC, et en animation vraiment, à part pour le court-métrage, il y a un dossier CNC genre en 2018 et le film sort en 2022. Là pour la série web, vraiment les financements d'il y a 1 ou 2 ans sont déjà quasiment entièrement consommés et les séries sont déjà sorties. Donc moi je trouve que c'est un circuit court qui est vraiment intéressant. Bon là j'ai pas l'exemple, il faudrait que j'aille plus longtemps, mais il y a aussi cette perméabilité entre le public et les réalisateuristes qui est intéressante. Ce qui est intéressant aussi avec ce genre de série, c'est que selon le succès de telle ou telle vidéo, de telle ou telle confrontation, parfois les réalisateuristes peuvent dire bah voilà, nous on fait des battles de rap, qui vous voulez voir dans d'autres battles de rap, votez, dites-nous sur les réseaux sociaux, on fait un sondage, et ça c'est hyper bien parce que ça engage le public et la communauté derrière de participer, de proposer des choses et de directement voir des choses qu'on a envie de voir. Donc ça je trouve ça hyper cool. C'est un petit aperçu de à quoi ça peut ressembler la web série en France. Des formats très courts, des formats très accessibles pour tout le monde, à la fois les réalisateuristes pour avoir des soutiens à la réalisation, mais aussi pour le public, d'aller très vite. Mais c'est cool parce que le web et les grandes plateformes, type YouTube, Vimeo, ça a aussi cette vocation de casser le truc très codifié de l'écran de télévision et l'abonnement booké Télé Canal+, ou de se déplacer au cinéma. C'est un truc qui est accessible, direct, et qui est voilà, populaire, tout simplement. Donc voilà. Pour finir ce dossier, les sorties cinéma de la semaine, la première c'est Les chats au musée de Vassili Rovensky. C'est l'histoire de un chat qui se perd et qui est recueilli par une souris à qui il devient ami. Et finalement, il finit par intégrer une petite communauté de chats qui vit dans un musée. Et donc forcément, les chats et les souris, c'est pas fait pour s'entendre. Donc l'intrigue principale va être comment cette amitié chat-souris va pouvoir être confrontée à une amitié seulement entre félins dans ce musée. Vous le voyez, c'est une animation 3D plutôt simple. Mais voilà, ça va être un film comédie familiale de la rentrée, des animaux mignons, de la 3D. Ça rentre dans un cahier des charges que moi je trouve absolument épuisant, mais bon. Voilà, l'aventure vous attend. Ah, il y a un chat féminin et il a des cils de 3,5 m, ça fait plaisir.
et du maquillage évidemment. Merci, merci le Cara Design. On va parler de quelque chose qui est un peu plus motivant, la séance Jeunesse Capitaine. C'est un programme de moyen-métrage, de 2 moyens-métrages qui s'appellent Les Astres Immobiles de Noémie Gruner et Selena Pick, qui est sur une petite fille qui essaie de monter un exposé qui est un peu en difficulté parce qu'elle est très occupée avec sa famille qui la sollicite souvent pour avoir l'aide de traduction parce c'est une petite fille chinoise qui parle français, mais sa famille ne parle pas très bien français et c'est vraiment très joli en termes d'animation, à la fois dans la manière dont c'est écrit et dans la manière dont c'est réalisé. C'est bien aussi parce que c'est l'histoire en fait de familles immigrées, une de première génération et une de deuxième génération qui parlent de ce que c'est que la difficulté du langage, d'être dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, et ça en parle à l'échelle d'enfants, et je trouve que c'est bien de parler de ça. Et le second programme, c'est Moule frites de Nicolas Hu, qui cette fois-ci s'attaque à même chose, une petite fille qui, elle, vient s'installer à la mer et qui veut se lancer dans un concours de voile pour s'intégrer un petit peu sur cette île où elle est, où c'est elle la nouvelle que tout le monde prénomme Moule frites. Et ça, c'est intéressant parce que ça parle de cercle social sur une île, ce qui est une expérience qui peut être difficile pour les enfants qui déménagent. Et ça parle aussi un petit peu de précarité sociale, puisque elle veut participer au tournoi de voile, mais voilà, les leçons de voile sont chères, et sa maman, elle vient de déménager, elle a un nouveau boulot, et elle s'occupe seule de sa fille, et donc elle a pas forcément de quoi lui payer. Donc il y a un truc qui est assez intéressant sur des solidarités féminines qui se créent sur cette île et autour de cette compétition de voile. Généralement, ces programmes jeunesse, ils sont vraiment destinés aux petits, genre du 3-5 ans, et là on sent que c'est plus du 7-10 ans, ça a commencé à parler de quelques trucs sociaux importants à comprendre et qu'on commence à saisir à cet âge-là, donc je pense que ça peut entraîner plein de discussions, et je trouve que pour le coup, Capitaine, ça répond très bien à son titre, c'est 2 petites filles qui prennent le contrôle de leur vie et qui commencent à faire des choses à travers leurs problèmes, et voilà, bien, Capitaine, c'est recommandé. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et puis à très bientôt. Des bisous Twitch.